Salut, c'est Lextopia et vous écoutez Parktopia, votre podcast dédié à l'actualité des parcs à thème. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. We live by the ethos that the next thing we do is going to be better than the last thing we did. Everything we do is based on story. We build our entire work process around story. Et on commence ce podcast par quelques excuses parce qu'il est publié en retard. Effectivement, j'ai un petit peu de retard, j'aurais dû l'enregistrer il y a bien longtemps. J'ai pris du retard et entre-temps, j'ai eu une bonne grippe. Alors je pense que c'était plutôt un gros rhume plutôt qu'une grippe. Et sauf que le rhume ne passant pas, j'ai tout de même retardé l'enregistrement du podcast. Et là, je n'ai pas le choix, je dois l'enregistrer en étant un petit peu enrhumé. Ce qui est facile à cacher en vidéo, beaucoup plus difficile en format long, je ne vous cache pas. Et donc je m'excuse par avance pour tous les reniflements, la toux que je vais essayer de cacher au maximum au moment du montage. Mais je crois que là vous entendez déjà à ma voix que je suis un peu KO. Mais l'avantage quand on est malade et un peu dans les vapes comme ça, c'est aussi qu'on peut aller un peu plus dans le fond du sujet aussi, qu'on peut se lâcher. C'est souvent quand je suis un peu enrhumé que je dis n'importe quoi, donc ça donnera peut-être aussi un charme tout particulier à ce podcast. Et en introduction, j'aimerais vous remercier pour vos retours sur le deuxième épisode, qui était un enjeu fort. En fait, quand vous faites du contenu, ce qui compte, c'est pas le premier contenu, c'est le contenu d'après ou encore celui d'après. Est-ce que dans la durée, on est capable de fidéliser des gens ? Moi, je n'ai jamais fait de podcast, vous ne me connaissiez pas en podcast alors jusque-là, donc j'avais aucune garantie que les environ 3000 personnes qui m'avaient écouté sur le premier podcast reviendraient sur le podcast suivant. Et globalement, on n'a pas une grosse rétention d'audience, vous êtes plus de 2000 à m'avoir écouté, alors rien que sur Spotify, après je n'ai pas l'addition de tout ce qui se passe ensuite sur YouTube, Deezer et Apple Podcast, pardon. Et donc vraiment merci encore pour vos retours, et j'ai été étonné de voir beaucoup de retours pendant les vacances, qui est une période d'écoute apparemment pour vous propice. Plus vous avez de temps libre, plus vous avez de temps pour écouter du podcast. Originalement, je publiais le podcast le matin, ce qui est une erreur. Du coup, je vais le publier plutôt l'après-midi ou le soir, au moment où en fait votre temps libre revient, que ce soit en voiture ou chez vous à la maison. Donc merci encore pour vos retours, et on va profiter de ce début d'année pour parler de toutes les nouveautés 2025 dans les parcs à thème Disney, mais pas que, car comme vous le savez, ce podcast, et j'y tiens, est un podcast qui parle des parcs à thème de manière générale. Au programme, on a bien sûr du Disney, mais pas que, on va parler aussi du parc Astérix, du Futuroscope, qui est le parc qui, à mon avis, va le plus nous surprendre en 2025. On va parler aussi de Walibi Belgium, Walibi Hollande. On va faire un petit aparté aussi sur le Puy du Fou, et là je le fais de tête, j'ai pas tout sous les yeux. Il y aura bien sûr Disney, on commencera d'ailleurs par Disney sur la partie nouveauté 2025. On fera peut-être aussi une petite allusion à Universal Epic Universe, bien que je l'ai souvent traité dans des vidéos dédiées. Voilà pour cette petite introduction, et je vous propose qu'on démarre tout de suite. Et on va évidemment commencer par les nouveautés Disney. Et la nouveauté principale à Disneyland Paris en 2025, c'est Disney Tales of Magic. À chaque fois que j'en parle sur la chaîne, j'ai 3/4 de commentaires d'abonnés qui m'expliquent que ça, c'est pas de la nouveauté, ce n'est qu'un spectacle. Il faut bien comprendre que les spectacles nocturnes dans les parcs Disney ne sont pas simplement que des spectacles, surtout depuis 2012. C'est-à-dire l'année à laquelle Disneyland Paris a changé l'univers des spectacles des parcs à thème, et pour tous les parcs Disney du monde. Et ensuite, un modèle de spectacle qui a été dupliqué bien au-delà des parcs Disney. Et ce que ça permettait aussi, c'était d'étendre les horaires et de faire en sorte que les visiteurs restent tard et consomment sur place, et aussi consomment des nuitées, ce qui a toujours été aussi un des gros problèmes de Disneyland Paris, le fait que les visiteurs ne restaient pas le soir, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et je pense qu'on peut dire notamment merci à Disney Dreams et Disney Illumination. Et donc, cette année, vous avez une nouveauté qui est Disney Tales of Magic, qui est un nouveau spectacle nocturne. En fait, ça fait plusieurs années que les parcs Disney font en sorte que désormais il y ait un spectacle sur chaque château original et qui correspondent à la culture et à l'ambiance du parc. Le dernier en date, c'était bien sûr Momentus à Hong Kong Disneyland. Et puis, vous aviez eu le retour d'Happily Ever After. Et chez nous, ça faisait plus de 7 ans qu'on avait Disney Illumination, qui était en fait une copie du spectacle de Shanghai Disneyland d'ouverture dont j'ai oublié le nom. Disney Illumination que j'exècre. D'ailleurs, à chaque fois que je le dis, j'ai toujours un ou deux commentaires de personnes qui disent « Mais comment tu peux dire ça ? Mais comment je peux dire ça ? Mais c'est nul, et c'était nul et sans âme. Je suis désolé, c'était nul et sans âme. » Et en plus,
c'était mal détouré et mal animé. Quand on a connu Disney Dreams, en fait, ou même Happily Ever After, c'est des spectacles un peu comme ça aussi. En fait, vous voyez que l'animation des personnages est une animation unique. Quand vous voyez Ursula, par exemple, dans, je sais plus si c'est Disney Dreams ou Happily Ever After, vous la voyez dans une position, vous la voyez faire des dialogues qu'elle ne fait pas dans les films, et pas exactement dans les mêmes positions, parce qu'en fait, les animateurs derrière ont réellement réanimé le personnage en le détourant comme il faut, et en l'adaptant à la structure du château. Disney Illumination, c'est un château bleu, avec un cercle au milieu mal détouré, dans lequel vous mettez des extraits de films. C'est naze. C'est le niveau zéro de la créativité. Et puis alors en plus avec des séquences complètement obsolètes, comme la séquence de La Belle et la Bête en live action avec Céline Dion. Moi j'adore Céline, mais c'est quand même pas sa meilleure chanson, notamment chez Disney. Et puis la séquence Star Wars. Oh là là, je suis désolé de commencer par râler, mais en tout cas moi je suis très heureux que dans quelques jours ce spectacle vienne remplacer Disney Illumination. 7 ans d'enfer. Vous savez, moi j'étais un immense fan de Disney Dreams. Je restais quasiment tous les soirs d'été pour voir Disney Dreams tellement c'était magique. Disney Illumination, j'ai dû le voir. Allez, à tout casser, j'ai dû le voir 5 ou 6 fois. Et c'était un supplice. Même aussi peu de fois, ça a été un supplice. Et j'étais très heureux que Disney Dreams revienne, même s'il était extrêmement dégradé en termes de pyrotechnie. Et donc je suis très content qu'on ait un nouveau show original et que le choix a été fait d'investir massivement de l'argent. Parce que ce qu'on voit pas derrière des spectacles comme ça, c'est qu'il faut investir massivement dans du matériel, du nouveau matériel de projection. Il a fallu équiper Ben Street aussi. C'est des spectacles extrêmement coûteux, surtout quand c'est de la compo originale et donc il faut aller réenregistrer tout ça en studio et qu'il faut aussi mobiliser des animateurs sur des spectacles comme ça. Et malgré toute cette débauche d'argent, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est la direction artistique qui fait le tout. Par exemple, Disney Enchantment en Floride, qui était en remplacement d'Happily Ever After, n'était pas un très bon spectacle et pourtant, il était probablement à peu près du même budget qu'Happily Ever After. Mais quand la vibe créative n'est pas là, bah, ça fonctionne pas. Et c'est toute ma crainte aussi sur Disney Tales of Magic. Je vais être transparent avec vous. Ça va être l'occasion aussi, les podcasts comme ça, de vous parler un peu des petits secrets aussi des parcs. En fait, le spectacle est énormément répété ces jours-ci. Et donc, sans rentrer dans les détails, j'ai quelques retours sur le spectacle. Et généralement, je commence déjà à avoir une intuition générale du spectacle à partir du moment où j'ai 5-6 retours différents. Exemple, sur Alice, au bout d'un moment, j'ai compris qu'on se dirigeait vers la daube. Non, pardon, je voulais pas dire ça. Non, peut-être pas la daube, mais bon, un truc un peu particulier. Et le problème, c'est que j'ai commencé à avoir des retours un peu comme ça sur Disney Tales of Magic. Non pas que le show soit raté, il paraît que le final est impressionnant, mais qu'apparemment, certaines séquences sont un peu froides. En fait, c'est impossible, bien sûr, de se faire un avis tant que le spectacle n'est pas sorti, mais ça m'inquiète un peu d'avoir aucun retour qui m'a dit « Non, mais c'est incroyable !» Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, avec notamment les projections sur Main Street. Il faut savoir aussi, autre petit secret, ça j'en ai jamais parlé en vidéo, vous avez plusieurs catégories de spectacles à Disneyland Paris. Vous avez des spectacles qui sont achetés et des spectacles qui sont produits à Disneyland Paris. Alors déjà, quels sont les spectacles achetés ? Disney Dreams, je crois que c'était acheté, Disney Illumination aussi, et Disney Tales of Magic, donc les spectacles du château sont achetés. Et puis vous avez des spectacles comme Mickey le Magicien aussi, c'est acheté. Je crois que le Roi Lion aussi a été acheté, si je dis pas de bêtises. Et puis vous avez des spectacles qui sont produits par les équipes de Disneyland Paris, donc par des gens qui sont tout le temps à Disneyland Paris, qui gèrent déjà les saisons et qui gèrent le spectacle en run, donc en permanence. Là, pour Disney Tales of Magic, ils ont fait venir des Imagineers qui ne travaillent pas à Disneyland Paris tout au long de l'année et qui viennent travailler sur place que vers la fin, quand le spectacle est mis en place. Il y a à boire et à manger des deux côtés. Par exemple, les spectacles achetés ont une qualité, c'est qu'ils sont très bien finis. Mickey le Magicien, vous le voyez dans les décors, vous le voyez dans la mise en scène. Ça permet aussi de faire... Enfin, moi je trouve que d'ailleurs, un spectacle acheté au studio marche toujours mieux parce que c'est des spectacles plus américains. Et donc, du coup, c'est des spectacles mieux finis d'un point de vue... je sais pas comment expliquer ça, mais ça paraît mieux fini. Les spectacles produits, sur place, ont un autre charme, c'est qu'ils collent plus à la vibe, aux fans, à l'actualité du parc, mais je les trouve un chouïa moins finis et parfois un peu trop farfelus. Par exemple, Alice au pays des BMX, c'est un spectacle produit sur place qui est trop farfelu et qui n'aurait jamais pu être acheté. Ils auraient jamais fait ça si ça avait été acheté et que c'était des Américains qui étaient venus le produire. C'est toute la subtilité. Et en même temps, moi, je trouve ça génial qu'il y ait une TIB qui produit des spectacles sur place parce que notre parc a souvent montré que les productions locales étaient parfois meilleures que les productions américaines avec des spectacles comme Dream and Shine Writer, vous aviez aussi Together. Et Together, c'est l'exemple parfait pour moi d'un spectacle que j'adore parce qu'il n'est pas très bien fini. Il y a quelques inégalités. Il y a certaines scènes comme par exemple la scène de là-haut qui n'est pas très bien finie et tout. Mais quand vous ressortez de là, vous avez vécu un truc magique que vous ne pourrez jamais voir dans un parc Disney américain.
américain. Et c'est toute la magie de Disneyland Paris, où vraiment il y a des productions que vous ne pouvez pas retrouver dans les parcs américains. Alors que quand vous faites Festival of Lion King à Hong Kong ou Animal Kingdom, c'est fini, c'est américain, mais ça vous empêche pas de dormir la nuit, vous voyez. C'est toute la magie des shows qui sont produits à Disneyland Paris. Et donc Tales of Magic, pour le coup, est acheté. Mais il me semble que Dreams et Illumination étaient achetés aussi, donc ça n'empêche pas de faire des bons spectacles. Mais encore une fois, vous pouvez avoir le maximum d'argent, c'est qu'une question de direction artistique. Est-ce que les musiques sont bien choisies? Est-ce que l'histoire est bien racontée? Est-ce que les personnages sont bien animés? Est-ce que c'est magique? En tout cas, les concept art me donnent envie. A priori, certains d'entre vous l'ont déjà vu au moment où vous écoutez ce podcast, parce que le podcast va sortir au moment même où le show va être révélé sur les réseaux sociaux. Et puis vous avez une deuxième nouveauté à Disneyland Paris, qui est le Disney Music Festival. Et là, pour le coup, la saison est entièrement produite sur place, donc par les équipes de Disneyland Paris. Et au début, j'étais pas très certain de cette saison, parce que elle était plus courte que Million Splash of Color, et elle semblait être moins grandiose, parce qu'il n'y a pas de grosses parades à plusieurs fois par jour dans la journée. Et donc là, en fait, Disney Music Festival, c'est un ensemble de petits divertissements répartis dans le parc, mais finalement assez nombreux. Et en fait, ça sera autour de la musique live, avec des artistes qui vont interpréter des morceaux emblématiques de l'univers Disney avec les personnages. Vous aurez par exemple la fanfare de Minnie. Donc comme son nom l'indique, Minnie qui va défiler sur Main Street avec la fanfare. Ça, c'est un clin d'œil fabuleux aux bandes qui ont d'ailleurs disparu à Disneyland Paris, qui vont revenir pour l'occasion. Et avec Minnie. Vous voyez, le fait que ce soit Minnie, c'est typiquement Disneyland Paris. C'est au lieu de mettre Mickey dans son costume classique, avec la fanfare habituelle, bah, on met Minnie dans un autre costume. Ça, c'est typique de ce qui peut être produit chez nous et qu'on ne verra pas dans les autres parcs. Ensuite, vous avez un autre petit show aussi qui est très malin, avec Dingo qui va s'amuser avec les fontaines lors d'une répétition en quelque sorte avec son orchestre. Vous avez aussi un happening avec Donald et Daisy qui seront apparemment dans Fantasyland à côté du Bella Notte. Alors il y a un truc que je vais adorer, je pense, moi qui suis vraiment une fleur bleue, un petit divertissement avec Réponse et Flynn qui vont redanser, vous savez, cette fameuse danse qu'ils font lorsqu'ils arrivent dans le royaume de Corona et qu'il y a le festival des lanternes. J'adore cette scène. Vous avez aussi Miguel qui débarque dans un nouveau costume, donc adieu le sweat rouge d'ado, pour le costume traditionnel. Et il sera accompagné de mariachi, et il y aura autour de lui un groupe de mariachi pour interpréter des classiques de ce qui est considéré par certains comme étant le plus grand Pixar de tous les temps. À Discoveryland, comme d'habitude, on ressort Stitch, et cette fois-ci pour faire de la pop. Je vois aussi que sur le concept art, il y a Tic et Tac, et puis il va y avoir des tubes pop de Disney comme Nobody Like You, Try Everything. Vraiment, je pense que c'est ça que je vais le plus kiffer, en tout cas que je vais le plus aller, ça c'est sûr. Et puis, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, à l'entrée du parc, il y a un petit spectacle aussi avec Mary Poppins. Mary Poppins qui a déjà été mise en avant à plusieurs reprises à cet endroit-là, donc au niveau de ce qu'on appelle le gazebo de Times Square. Là aussi, j'ai très hâte de voir. Et par ailleurs, ça c'est un tout petit détail, mais il y aura des musiques du retour de Mary Poppins, le retour de Mary Poppins que j'adore, un film méconnu, une suite en fait avec Emily Blunt à la place de Julie Andrews. Et vraiment une suite pour moi qui est passée un peu trop vite aux oubliettes. Et là aussi, c'est pareil, c'est la première fois je crois que dans un parc Disney on pourra entendre des musiques du deuxième film. Donc voilà pour les nouveautés à Disneyland Paris. Donc on a fait déjà quasiment 15 minutes rien que sur cette thématique. Moi je pense que Disneyland Paris va faire une très bonne année, mais c'est vrai que les billes sont placées à peu près dans le même sac. Il arrive parfois qu'il y a à la fois une saison et un spectacle. Là on a un spectacle mais une saison beaucoup plus courte, et donc forcément on aura moins le temps de profiter de la saison, et si le spectacle Disney Tales of Magic qui démarre dès janvier est raté, ça va faire une année un peu... Mais n'oubliez pas, il y aura aussi la réouverture de World Premiere et de World Premiere Plaza, donc l'ancien Studio 1, l'ancienne entrée des Walt Disney Studios, qui va complètement être revisitée et qui va mettre en avant en fait une sorte de parvis urbain, mais plus mélancolique, plus dans la nuit aussi. Le World Premiere Plaza, le World Premiere ce sera une photographie d'Hollywood à la nuit tombée, dans une ambiance un peu plus, je dirais plus romantique, plus végétalisée aussi. Et puis dans un quartier de théâtre, de cinéma. Et d'ailleurs, on commence à voir quelques éléments décoratifs dans World Premiere Plaza, donc qui est l'extension de l'ancien Studio 1, où vous pouvez voir en fait la nouvelle décoration qui s'installe. L'affiche, par exemple, du spectacle Frozen, qui est clairement un hommage à l'affiche de la comédie musicale de Broadway et de Londres. Donc encore une fois, cette volonté de réinscrire en fait le parc dans l'univers des spectacles et du cinéma. Bon, moi j'ai très hâte de découvrir ça, c'est ça que j'attends le plus en 2025. Mais dans la vie, vous le savez, il n'y a pas que Disney. Et je vous propose qu'on passe aux nouveautés dans tous les autres parcs à thème de France. C'est parti. De France et d'ailleurs. Allez, c'est parti.
Eh bien, la nouveauté que j'attends le plus, et je crois que je suis le seul à attendre cette nouveauté, mais parce que c'est quasiment un des seuls Dark Ride qui va être proposé, même si c'est pas tout à fait un Dark Ride, c'est un coaster. Je vous parle en fait de Mission Bermude. Alors Mission Bermude, c'est quoi ? C'est la prochaine nouveauté du Futuroscope, qui ouvrira dès le printemps 2025. Et c'est la fin de ce qu'on appelle le plan d'investissement qui s'appelait Vision 2025 au Futuroscope. En fait, dans ce plan d'extension, j'ai quasiment tout fait. Vous avez Chasseur de Tornades, que j'ai adoré, génialissime. Vous aviez l'Hôtel Cosmos, génialissime. C'était l'équivalent de l'Hôtel Star Wars, mais 600 € moins cher. J'ai adoré. Ensuite, il y a Mission Bermude. Et puis, vous avez l'autre hôtel, Ecolodge, je crois. Je me souviens plus de son nom exact, que j'ai pas encore fait. Et puis, vous aviez bien sûr l'Aquascope aussi, qui a ouvert l'année dernière. Depuis que je suis tout petit, et que je suis l'évolution du Futuroscope, je suis fasciné par cette capacité à se relancer. Des attractions qui parfois deviennent très vite obsolètes, mais à chaque fois, y compris dans mon enfance, que le Futuroscope a annoncé une nouveauté, ils avaient cette capacité à m'émerveiller dans les choix audacieux qu'ils faisaient. Et je trouve que Mission Bermude est un choix audacieux. Le constructeur qui est derrière, c'est Mack. Donc il s'agit d'un coaster. Ce coaster-là, vous le connaissez, c'est le coaster Poséidon, vous savez, à Europa Park. Il y en a un autre aussi sur le côté, c'est Atlantica, je crois, qui est censé désengorger en fait l'attente sur Poséidon. Et Poséidon, vous avez des parties splash et vous avez des parties coaster. Donc c'était déjà en soi une grosse innovation. Mais Mission Bermude, c'est plus que ça. Quand le véhicule sera immergé, il sera toujours attaché à un rail. Ce qui n'est pas le cas de Poséidon. Je crois pas en tout cas. Et donc, du coup, quand le bateau sera immergé, il fera des poussées. Et ça, c'est fou. Parce que ça, je l'ai fait une fois dans ma vie. C'était à Pirates des Caraïbes, à Shanghai Disneyland. Le bateau faisait des poussées dans l'eau. Et d'ailleurs, j'ai dit à mon pote, mais mec, on n'est pas dans un bateau, on est dans un coaster. Et je m'en suis rendu compte qu'au bout du deuxième passage, quand vous sentez une légère poussée pour accélérer le rythme de l'histoire ou le ralentir, ou encore mieux, quand le bateau pivote sur lui-même pour changer l'angle de vue de la caméra, comme si vous étiez une caméra de cinéma, c'est de la folie. Pour moi, c'est le maximum de ce qu'on peut faire en Dark Ride. Et donc, j'ai toussé, je suis désolé, c'est ce que le Futuroscope veut essayer de faire. Et pour ça, je les respecte. Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'un Shanghai Disneyland. Et le fait de vouloir essayer un truc aussi fou et complexe d'un point de vue technique, ça m'intéresse. Et donc, Mission Bermude, vous aurez des parties immergées dans des décors, dans l'eau, vous aurez des parties coaster, et vous aurez des parties Dark Ride, où vous allez rentrer dans des salles et vous aurez un écran avec une animation et tout. Mais ça, c'est fou! Je vous l'ai dit, je l'ai fait qu'une fois, c'était à Shanghai Disneyland. Et ensuite, alors, je crois que j'ai un morceau de la storyline. Cette nouvelle attraction aquatique à sensations proposera aux visiteurs du parc de vivre une aventure qui les emmènera au cœur du triangle des Bermudes. À bord d'un bateau, les visiteurs embarqueront pour une quête épique à la recherche d'aventuriers disparus. Mais c'est fou! J'adore! Franchement, j'ai trop hâte. Vraiment, je vous assure, je crois que je suis quasiment sûr de faire une visite au Futuroscope l'année prochaine. Ça, c'est une vraie proposition, c'est un vrai univers, c'est un mélange de ce que les gens aiment et en même temps de ce que le Futuroscope est censé aussi apporter aux gens, c'est-à-dire une vision un peu du futur, de l'aventure, et rester un endroit ludique. Et cette nouveauté, donc, sera disponible dès le printemps 2025. Et on passe maintenant au parc Astérix. Alors, le parc Astérix, c'est vraiment le fleuron de la Compagnie des Alpes. On l'a vu dans le podcast précédent lorsqu'on parlait des récompenses données à tous les parcs à thème. Le parc Astérix ressort le grand gagnant. On voit qu'en fait, le parc Astérix bénéficie d'investissements plus forts et plus réguliers que les autres parcs de la Compagnie des Alpes, même si, on va le voir après, les autres parcs essayent de se standardiser sur la base du modèle du parc Astérix. Au parc Astérix, il y a une volonté, c'est de continuer de proposer de nouveaux coasters. Et là, l'année prochaine, c'est l'ouverture de C'est Automatics. Ha! C'est Automatics. Ah là là, sacrée histoire. J'en ai parlé avec Étienne, que je salue, donc EDB Attraction, qui m'a dit le débit, il n'est pas le seul à le dire. Tous les fans de coaster ont dit ça quand ça a été annoncé. Et je comprends les inquiétudes sur le débit, parce qu'il y a un vrai problème avec ce type d'attraction. Vous avez chez nous Crush Coaster, qui est vraiment le représentant de ce type de problème. Et puis vous avez aussi à Phantasialand 2 coasters pour le coup, donc 2 tracés justement pour désengorger le temps d'attente. Alors les constructeurs donc de Windsor Spheres, de Windsor Force et de Crush Coaster, c'est Morer, qui sont malheureusement, d'après ce que j'ai compris, ce que m'expliquent les coaster fans, ils sont pas très réputés pour faire des coasters de bonne qualité, disons des coasters qui ont toujours un problème. Et d'ailleurs, Morer va aussi construire le Iron Cycle Test qui sera sur le Disney Adventure Cruise Ship, lui aussi a un petit souci de débit. Le problème de ces véhicules-là, et c'est le cas aussi dans cet Automatics, c'est des véhicules de 4 places.
Et évidemment, il n'y a pas énormément de véhicules dans le parcours, ce qui donne des temps d'attente qui peuvent grimper très très vite. Moi, ce que je pense, c'est que Crush Coaster à Disneyland Paris fait face à une affluence de visiteurs qui n'est pas du tout la même qu'au parc Astérix, dans une période certes plus longue, puisque le parc est ouvert toute l'année, mais en plus de ça, se rajoute sur cette attraction une popularité que on ne retrouve pas forcément sur son ancêtre à Fantasyland. Donc, je pense que Crush Coaster est un cas à part. Et puis je vais vous dire le fond de ma pensée, moi qui suis pas autant un coaster fan que ça à la base, puisque moi mes parcs de prédilection c'est plutôt les parcs de dark ride comme Universal et Disney, bah en fait, à chaque fois que je viens à Disney en famille ou avec des amis qui sont un peu extérieurs à ça et qui me disent qu'ils veulent faire les tortues, j'avoue que là je retrouve mon âme d'enfant et que je suis très content d'aller faire les tortues. C'est un type de sensation que j'adore. Je vois le succès que ça a sur le public qui sait très bien, en entrant dans la file d'attente qu'ils vont attendre plus d'1 heure, ils le savent, mais ils veulent faire les tortues. Et moi j'adore les tortues, parce que quand je fais les tortues, j'ai les guillis au ventre et tout, enfin je vous assure, c'est des sensations, enfin tu vois, un petit peu peur mais pas trop, t'as l'impression de voler, il y a de la bonne musique. Et pareil, quand je fais à Fantasyland les 2 petits coasters là, j'adore aussi, surtout que le parcours est un peu plus long, et puis c'est de l'indoor, donc c'est sympa. Franchement, j'adore ça, et je crois que cet Automatics va devenir une de mes attractions préférées au parc Astérix, puisque mon attraction préférée au parc Astérix, c'est Pegasus Express, qui est déjà un Family Coaster. Donc j'ai très hâte, vraiment très hâte, très sincèrement hâte de voir ce que ça va donner. Et en vérité, je suis très enthousiaste. Et bien sûr qu'il y aura des files d'attente de zinzin, mais vous verrez que les familles, les enfants, et même les coaster fans, au final, ils voudront le rider autant que possible, parce que c'est un type de sensation qu'on apprécie, malgré tous les défauts de conception du ride, que j'entends et que je partage. Et Disneyland Paris s'arrache les cheveux depuis des années avec sa single rider line, avec la standby line, la file handicapée qui est plus pleine que la single rider. Enfin, c'est un truc de dingue. Ils ont quand même fait aussi ils ont réaménagé la queue. Maintenant, il y a un checkpoint avant de rentrer dans le bâtiment, ce qui permet d'optimiser le flux. Enfin, franchement, ils ont tout fait pour améliorer. Mais en réalité, c'est aux Imagineers californiens de prendre l'initiative, selon moi, de réaménager avec un 2e quai ou de faire un 2e tracé, ce qu'ils feront évidemment jamais. Et l'attraction, d'ailleurs, à cause de tous ses défauts techniques, n'a jamais été dupliquée aux États-Unis, ce qui en fait une exclusivité de notre parc, mais qui est adorée. À chaque fois qu'on le fait avec des fans américains, mais ils sont en extase devant ce truc. Moi aussi, j'avoue. Moi, je crois qu'un de mes meilleurs souvenirs à Disneyland Paris, c'était le soir de la soirée Marvel, qui était nul, en fait, qui n'était pas une soirée Marvel, qui était une soirée avec juste des attractions. Bah, on passait juste notre temps à faire Crush Coaster en boucle où il y avait 5 minutes d'attente. C'était ça qui était génial. Donc voilà pour cet Automatics. Je vous fais un petit bout de la storyline qui est super sympa. Donc cet Automatics du personnage du même nom. Et puis voici ce qu'ils expliquent comme histoire autour du personnage. En fait, le Gaulois au caractère bien trempé va se lancer dans une nouvelle activité en proposant une toute nouvelle gamme de chars inédits. Les visiteurs auront ainsi le privilège de découvrir et de tester en avant-première mondiale cette gamme de chars irréductibles soumis à des tests rigoureux sur une piste d'essai. Ok. Bon, en fait, vraiment, j'ai très très hâte. J'ai presque plus hâte que tout à J'ai honte de dire ça, mais bon, c'est aussi... ce sera un peu l'objectif de ce podcast. Ce sera de vous montrer des facettes de moi que j'assume pas forcément en vidéo. Et on va passer à ce dont on parlait juste avant, de Pegasus Express. Mais pas tout à fait. Direction Walibi Belgium. Alors Walibi Belgium, nouveau coaster qui existe effectivement au parc Astérix, enfin du moins c'est son ancêtre, un coaster qui va s'insérer dans une nouvelle zone qui va s'appeler Dock World. C'est un univers un petit peu aquatique parce que le coaster va évoluer un peu au-dessus de l'eau, d'ailleurs comme Pegasus Express. Hein. Et en fait, il y a toutes les attractions qui sont autour qui vont être un peu rethématisées parce que c'est toute une zone et Walibi, vous savez, ça fonctionne en world. Donc il y a Karma World, Exotic World, etc. Et donc du coup, ils vont rethématiser un peu comme ça les attractions qui sont autour afin aussi de rendre le parc cohérent. Moi j'aime énormément Walibi Belgium. Walibi, pardon, excusez-moi, c'est parce que j'ai le nouveau Mario Party. Non, c'est Walibi Belgium, pardon. Donc tout autour, ils vont par exemple rethématiser Psyche Underground, Flashback, tout ça, ils vont un peu le rethématiser. Et puis là, j'ai sous les yeux le tracé du Pegasus Express. Enfin non, pardon, justement lapsus. On dirait le Pegasus Express, mais c'est pas tout à fait pareil. Mais on reconnaît bien là le quai. Le moment du départ, enfin je sais pas si tout est exact et si le tracé est purement identique, mais on reconnaît quand même bien là l'inspiration de départ et le constructeur d'ailleurs hein, qui est le même. Donc derrière ce coaster c'est bien sûr Gesloer qui avait fourni Pegasus Express au parc Astérix et donc c'est un coaster qui va aller à plus de 65 km/h et qui fera un peu moins d'1 km. Et franchement la zone est
vraiment magnifique. Et c'est une zone un peu particulière parce qu'il y a un coaster en intérieur, là, en forme de looping, mais dont on ne soupçonne pas l'existence, sauf si on rentre dans le bâtiment. C'est une zone un peu particulière, donc j'ai vraiment hâte de voir comment elle va être transformée parce qu'elle était un peu kitschouille jusque-là. Et c'est fou qu'ils investissent sur de vieilles attractions à côté pour les intégrer à la nouvelle thématique. Et donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur la standardisation des parcs de la Compagnie des Alpes. La Compagnie des Alpes, je le vois bien, essaye de standardiser, c'est-à-dire de ne pas faire en sorte que ce soit une copie conforme du parc Astérix, mais de proposer le même type d'expérience. Je ne dis pas que Conda, c'est tout Toutatis, mais on voit bien dans les thématiques, dans le choix des constructeurs, dans les emplacements, dans le type de sensation qu'on recherche sur chaque nouveau coaster qui est implanté, qu'il y a une standardisation de l'offre. Ça permet quoi dans le futur ? Ça permet en fait, selon moi, au service marketing de la Compagnie des Alpes, de rebrander, en fait, d'ailleurs à une période, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils avaient changé le nom du parc Astérix, et ça s'appelait Parc Astérix Paris, comme s'il y avait un autre parc Astérix en France. En fait, ces changements, moi je pense que c'est une vision à très long terme qu'ils ont. Disney, je vous regarde pas, parce que là c'est vraiment de la vision court terme à Disney, mais Astérix c'est vraiment une vision de long terme. Enfin, la Compagnie des Alpes a vraiment une vision de long terme, parce qu'ils essayent de standardiser, et donc de se dire que déjà les parcs Walibi portent le même nom, et donc que le Walibi, qu'il soit en Belgium, en Rhône-Alpes, en Hollande, que tous ces Walibi, quand vous rentrez dedans, vous payez le même prix et que vous ayez la même expérience et que vous repartiez avec la même satisfaction, la même idée qu'on se fait d'une expérience dans un parc à thème. Et même si le parc Astérix reste le fleuron, on sent cette volonté un peu d'uniformiser ces destinations. Alors j'ai parfois lu que c'était critiqué par certains fans qui au contraire espèrent que ces parcs-là puissent conserver des identités propres. Et moi je trouve qu'ils ont quand même d'une certaine façon leurs identités, et puis de toute façon les thématiques sont jamais les mêmes, ils changent quand même les thématiques. On le voit, il faut vraiment être un connaisseur pour le remarquer. Les thématiques changent, donc vous n'avez pas l'impression de faire la même attraction. Mais quand vous avez un peu l'œil, vous voyez bien que c'est souvent les mêmes constructeurs, les mêmes agencements, les mêmes traités graphiques, donc vous reconnaissez la patte en fait derrière de la Compagnie des Alpes. Mais en même temps, moi je trouve que c'est fort, parce que c'est comme ça que sont nés les parcs Disney ou les parcs Universal. C'est la marque qui l'a emporté sur tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Aujourd'hui, quand vous allez à Universal Beijing et que vous allez à Universal Japan, en fait, vous vous en foutez que ce soit l'un soit l'autre, parce que vous savez que vous allez vivre l'expérience universelle et que vous aurez votre monde d'Harry Potter, votre Jurassic World. Et c'est un peu la même façon, mais ils le font de manière détournée, sans que les attractions soient parfaitement identiques. C'est hyper malin. Je trouve ça hyper malin. Et donc, je comprends complètement ce choix pour Walibi Belgium. Et à Walibi Hollande aussi, il y aura une nouveauté. Alors là, c'est un type de coaster, moi, que je connais pas bien, que j'ai surtout vu d'abord aux États-Unis, et là que je vois de plus en plus en France. C'était un peu le coaster, c'était un peu l'esprit du coaster qui avait été inauguré cette année, le fameux Mauka. Et bien là, c'est un peu la même chose, sauf que c'est pas le même constructeur, si je dis pas de bêtises, parce que Mauka c'était Intamin. Là, vous avez un nouveau coaster, alors j'arrive jamais à prononcer son nom, c'est YOY, Yoy, enfin j'en sais rien. C'est deux coasters du constructeur Rocky Mountains Construction, avec deux parcours, un parcours bleu et un parcours vert. Un pour les familles et un qui sera un petit peu plus violent. Super idée pour ce type de coaster qui, comme Crush Coaster et cet Automatics, va présenter ces coasters-là qui présentent des problèmes d'affluence, de temps d'attente. Mais là, c'est un moyen de le contourner. En fait, il faut faire deux tracés. C'est pas compliqué. Il faut soit faire deux quais, soit faire deux tracés. Pourquoi ces coasters-là sont un gros problème de débit ? C'est parce qu'il n'y a qu'un seul passager par wagon, par rangée. Alors que dans Toutatis, c'est deux, ça peut être parfois beaucoup plus. Et donc forcément, ça augmente le temps d'attente. Mais avec deux tracés, vous tuez ce problème-là dans l'œuf. C'est ce qui avait été imaginé à l'origine pour Crush Coaster, mais ils l'ont jamais fait. Et donc là, vous avez effectivement deux tracés, ce qui va permettre à tout le monde de pouvoir profiter du parc, de l'attraction sans trop attendre, forcément. C'est le tracé bleu qui est dédié aux familles, et le tracé vert qui sera plus intense. Le tracé bleu, alors je sais pas trop ce qu'il y a dans le tracé bleu, mais là je vois que dans le tracé vert, il y aura 6 inversions. Je pense pas effectivement que dans le tracé bleu il y ait autant d'inversions. Il va culminer à 30 mètres de haut et la vitesse de pointe c'est 82 km/h. Donc oui, là on est dans un type de coaster un peu plus costaud que celui dont on parlait juste avant. Donc voilà pour les Walibi. Walibi, c'est ce que je dis tout le temps avec Rafi quand on va dans ces parcs. J'espère y retourner bientôt. C'est toujours avec plaisir que je me rends dans ces parcs-là. Et je vous propose qu'on arrête temporairement de parler des attractions pour vous parler un peu d'hôtels. Direction Efteling.
Et là, je bois du petit lait. Après la rénovation plus casardeuse du Disneyland Hotel à Disneyland Paris, Efteling ouvre, donc Efteling qui est un grand concurrent de Disneyland Paris, qui parfois s'est approché du nombre de visiteurs de Disneyland Paris et qui est un challenger très 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 sérieux, eh bien ils vont ouvrir le Efteling Grand Hotel, qui ressemble énormément d'ailleurs à l'hôtel de Fantasy Springs à Tokyo Disneyland, et qui ouvrira ses portes en 2025. Il y aura 140 chambres, ce sera le plus gros hôtel du parc, ce sera sur 7 étages, et certaines chambres vont offrir des vues sur ce qu'on appelle le bois des contes, et on pourra même voir le spectacle nocturne depuis l'hôtel, qui est vraiment magnifique, et qui apparemment sera pas situé très loin de l'entrée, parce que là je reconnais l'entrée sur le concept art. Pourquoi je vous parle de ça ? Pour vous parler en fait de l'hôtellerie de manière générale dans les parcs à thème. L'hôtellerie, dans les parcs, au milieu des années 2000, ça n'existait pas. C'était vraiment les balbutiements de tout ça. Puis il y a eu la crise économique. C'était vraiment... Enfin, moi, je me souvenais pas qu'on allait dans les hôtels, dans les parcs. Il y avait que Disney qui proposait ça, avec des taux d'occupation, je vous le disais tout à l'heure, qui étaient catastrophiques. Aujourd'hui, l'hôtellerie reprend, et elle est particulièrement active et dynamique dans le milieu des parcs à thème. Tous les resorts, y compris les plus petits, se dotent de resort, justement. On parlait du Futuroscope à l'instant. J'ai pas souvenir petit qu'il y ait des hôtels au Futuroscope. Désormais, le resort est incroyable. C'est fou ce qui se passe, avec des parcs aquatiques pour prolonger les journées. Vous avez le Puy du Fou aussi, qui est un resort incroyable. Même le parc Astérix, désormais un resort qui est génialissime aussi. Et d'ailleurs, se pose la question de quand est-ce que Disneyland Paris ouvrira un nouvel hôtel. Parce qu'à Val d'Europe, ça pousse de partout. Et désormais, le taux d'occupation est plutôt bon. Donc il est temps de construire un nouvel hôtel. Et je pense que Efteling, là, va montrer ce que c'est qu'un hôtel plutôt haut de gamme, qui peut s'inscrire dans la fantasy et qui peut être réussi. Voilà, petit clin d'œil au Disneyland Hotel que moi j'adore visiter le Disneyland Hotel, mais je le préférais vraiment dans son ancienne version, et la nouvelle version ne marche vraiment pas sur moi, et encore plus dans la durée. Oh, franchement, je préfère presque l'hôtel New York maintenant, qui pour le coup, avec le recul, a vraiment été réussi, je trouve. En tout cas, voilà, le grand hôtel d'Efteling, ça j'ai vraiment très hâte de voir à quoi vont ressembler les chambres, et comment sera agencé cet hôtel. Et puis, comment parler des nouveautés en 2025 sans parler de Universal Epic Universe. Je suis obsédé par ce parc. Je crois que notre génération de fans ne mesure pas la chance qu'on a de vivre l'ouverture de ce parc si peu de temps après une pandémie mondiale qui a complètement détruit le secteur du loisir, qui s'est quand même bien remis en place après. Mais c'est fou ce qui va se passer. Autant de nouvelles attractions d'un coup, aussi avancées, et surtout la création d'un nouveau parc à thème Universal ou Disney aux États-Unis. Mais il n'y en a pas eu depuis, mais ça date vraiment de la fin des années 90, début des années 2000. Alors oui, vous avez eu des landes, vous avez eu Harry Potter, vous avez eu Avatar, vous avez eu tout ce que vous voulez. Mais quand est-ce qu'il y a eu un parc qui a ouvert pour la dernière fois en Floride ? C'est probablement Island of Adventure, Animal Kingdom, mais c'est des parcs qui ont plus de 20 ans. Et donc Universal Epic Universe, moi ce que j'aime avec des parcs comme ça, c'est que ça va créer des vocations. Vous allez voir, il va y avoir une émergence de nouveaux créateurs aussi, de nouveaux influenceurs, il va y avoir plein de nouveaux passionnés qui vont vouloir rejoindre des entreprises comme Disney Universal. Ça va fédérer notre communauté, ça va la propulser aussi à un autre niveau, parce que forcément on va gagner en visibilité au moment de la sortie de ce parc, et je vous l'annonce, ce parc je vais le visiter, c'est sûr. C'était ma condition pour réussir mon année 2025. Visiter ce parc, qui, en fait, a une thématique qui est génialissime. Vous avez, en fait, le Celestial Park, qui est cette zone qui va permettre de faire le lien entre tous les landes du parc. C'est une zone qui rend hommage à l'astronomie. C'est presque un peu du steampunk, mais pas tout à fait. C'est vraiment l'astronomie, les constellations. Et à l'entrée de l'Universal, d'Epic Universe, vous allez avoir les arches universales, mais revisitées sur cette thématique un peu steampunk, avec des constellations qui vont graviter dans une sorte de pylône central. Et justement, ces constellations, c'est quoi ? Mais ce sont les portails vers les univers. Une sorte de porte d'entrée, c'est ça que j'adore avec ce parc, c'est cette métaphore autour des univers. Tous ces univers qui gravitent autour du Celestial Park, dans cette galaxie, et ben ce sont ces portes d'entrée vers ces univers propres. Avec le Super Nintendo World, qui est déjà complet à Universal Japan, le premier land sur l'univers de dragons, que j'ai très hâte de découvrir aussi. Ils vont quand même faire voler des faux dragons en plein air la journée, rien que ça déjà c'est génial, rien que ça pourrait me faire aller dans le parc sans tout le reste. Vous avez aussi le Wizarding World of Harry Potter, alors qui a été un petit peu rebrandé, parce que c'est plutôt une zone qui rend hommage aux animaux fantastiques de base,
avec une attraction vraiment sur l'univers d'Harry Potter, mais on sent qu'ils sont obligés de se repositionner non pas sur Animaux Fantastiques, mais plutôt sur Harry Potter, mais je crois à fond, bien sûr, à cette attraction qui a l'air oufissime. Surtout, moi j'ai très hâte de découvrir le Dark Universe, qui rend hommage au méchant Universal, et là depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, on voit circuler des images en journée et de nuit du land avec le moulin en feu. Il y a un moulin qui sera en feu toute la journée, dont les ailes seront en feu en permanence. Non mais c'est fou. Il y a que Universal qui peut faire ça, comme le dragon qui crache du feu dans le chemin de traverse. C'est absolument incroyable. Et donc vous avez, disons, une attraction emblématique par land. Dans le Super Nintendo World, c'est l'attraction que tout le monde connaît, c'est celle de Mario Kart, donc en réalité augmentée, qui a d'ailleurs plutôt des retours mitigés. Il y a aussi le coaster aussi sur l'univers de Donkey Kong. L'univers dragon, vous avez un Family Coaster, que j'ai très hâte de découvrir. Dans le Wizarding World, vous avez probablement l'attraction la plus chère et la plus aboutie du parc. Vraisemblablement est une sorte de dark ride dans des ascenseurs, dans des décors mais absolument gigantesques. Vous avez le Dark Universe qui, me semble-t-il, reprend la technologie de Forbidden Journey, donc l'attraction Harry Potter dans le parc Island of Adventure. Et puis, il ne faut pas oublier que tous les parcs Universal ont un coaster emblématique qui est intégré là plutôt au Celestial Park. C'est le Stardust Racer. Le Stardust Racer qui à la base s'appelait... Ah, j'ai oublié. Ça me fait des défauts. Et alors au début je croyais que c'était Nitamine, mais pas du tout, c'est Mack qui le construit si je dis pas de bêtises, et c'est un dueling coaster qui sera aussi à mon avis très intéressant de faire de nuit parce que les véhicules ont une allure incroyable. Universal a vraiment pris l'habitude aussi de éclairer les véhicules la nuit de ces coasters, c'est magnifique comme pour le Velocicoaster. Enfin pour moi ce parc est d'une beauté, la qualité des décors, des boutiques, des dark rides, c'est absolument fou. Et pour moi c'est la nouveauté que j'attends le plus en 2025. Et on va terminer ce podcast par les spectacles du Puy du Fou. Alors, vous savez, au Puy du Fou, le modèle de développement du parc est très simple. C'est un nouveau spectacle tous les 2-3 ans et un nouvel hôtel tous les 2-3 ans. C'est à peu près ça. Et entre les deux, des refontes de spectacles. Là, on est dans un cas un peu spécifique parce qu'il va y avoir un nouveau spectacle, il y a un fort investissement, mais dans une salle et dans un décor qui existait déjà. Mais c'était en fait un spectacle plus court, avec une plus petite capacité dans la salle, et surtout beaucoup moins, très peu d'interprètes sur scène. Et là, en fait, beaucoup d'argent vont être mis sur cet espace scénique qui fera désormais plus de 2500 mètres carrés. Il y aura 1800 places assises, et le spectacle va faire 25 minutes avec des nouveaux effets, et un spectacle qui va continuer à exploiter la storyline d'origine de ce spectacle-là, donc, qui à l'origine s'appelait Les Chevaliers de la Table Ronde, et qui était un spectacle en fait à proximité des Vikings, qui avait pour but de désengorger le parc quand il y avait une forte affluence, et attirer les enfants qui adoraient les Vikings. Mais là, l'objectif c'est vraiment d'en faire un spectacle à part entière, et qui est complètement fini, qui sera entièrement fini. Et donc le spectacle s'appellera L'Épée du Roi Arthur. Et donc, on suivra les aventures de Tristan, c'est l'un des chevaliers de la Table Ronde, qui affrontera des épreuves pour délivrer l'épée Excalibur de son rocher, et il pourra ainsi libérer le roi Arthur, ainsi que les autres chevaliers qui sont emprisonnés dans un sortilège de la fée Morgane. Moi j'ai très hâte de voir ça, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un nouveau spectacle en extérieur du Puy du Fou, il y a eu des ajustements sur le signe du triomphe, mais dernièrement c'était plutôt des spectacles en intérieur qui étaient proposés, c'est-à-dire le carrousel, j'allais dire le carrousel du progrès, pardon, le dernier panache, vous aviez les mousquetaires de Richelieu, le Mime et l'étoile, tout ça c'est des spectacles qui sont arrivés fin des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, donc c'est plutôt considéré comme étant les spectacles récents, alors que les spectacles en extérieur sont plutôt les spectacles un peu historiques, vraiment du parc qui était là à l'ouverture, dont le spectacle des Vikings. Et puis après, milieu des années 2000, début des années 2000, vous aviez... ils n'avaient pas les mêmes noms, ils ont été un peu refaits aussi, mais Le Secret de la Lance, ensuite il y a eu Le Signe du Triomphe, Le Bal des Oiseaux Fantômes aussi, qui est un spectacle historique du parc, qui était là quasiment dès les premières années d'ouverture. Donc là, c'est un peu fou de revoir le Puy du Fou travailler sur des spectacles en extérieur. Alors je crois que là j'y pense maintenant, et les Noces de Feu, c'était une nouveauté de 2020, juste après le Covid, même si le spectacle existait déjà dans une autre version avant, et ça m'avait bluffé. Et c'était en extérieur, mais c'était de nuit. Là, vraiment, de jour, moi, depuis que je vais régulièrement dans le parc, j'ai pas vu de grosses modifications, hormis dans le site du Triomphe, où seulement une scène a été modifiée, avec la scène de la galère. Et avant de conclure, on va parler de ce qu'on appelle les mentions honorables, les autres petites nouveautés qui arrivent, notamment en France. J'en ai parlé dans le dernier podcast. J'ai très hâte de voir au Jardin d'Acclimatation, qui est le parc que je visite le plus parce que c'est le parc dont je suis le plus proche, je peux y aller en moins de 10 minutes de chez moi. Le Jardin d'Acclimatation va en fait remodeler son attraction emblématique, qui était un coaster kitschouille,
mais qui était emblématique pour les enfants, qui a laissé beaucoup de souvenirs. Ça s'appelait Le Dragon et qui va revenir, mais ce sera désormais un vrai coaster, beaucoup mieux, beaucoup mieux abouti, oui c'est ça, beaucoup mieux fini, avec une thématique beaucoup plus travaillée, un tracé très particulier aussi, un lancement avec des pneus, et j'avoue que j'avais été bluffé par l'investissement fait par le parc. Depuis que le parc en fait a été en partie récupéré par LVMH, qui exploite la fondation Louis Vuitton qui est collée en fait au jardin d'acclimatation, bah, je trouve que la relance du parc est absolument incroyable. Le parc est identique mais entièrement neuf et beaucoup mieux exploité avec l'aide là aussi de la Compagnie des Alpes. Et donc j'ai vraiment très très hâte de voir ce petit coaster arriver. Un autre petit coaster aussi en région parisienne qui va débarquer, à la mer de Sable, le White Buffalo. Donc ça, c'est les coasters que moi j'appelle en allumettes, vous savez, c'est les coasters en bois. Ça sera construit par Great Coaster International. C'est une attraction familiale en bois pour initier un peu les plus jeunes aux sensations. Moi, je trouve que c'est hyper malin d'ajouter un coaster familial comme ça en bois dans le décor de la mer de Sable. Ça se prête complètement à l'univers des cow-boys. C'est là aussi une très belle idée qu'a eu la mer de Sable qui conserve bien sa thématique. Et on arrive au terme de ce podcast qui a été beaucoup plus court que prévu. Il a duré moins d'1 heure. Mais je vous avoue que là, physiquement, dans mes conditions, j'ai du mal à le terminer dans le délai imparti. J'espère que tout ce dont on a parlé aujourd'hui vous a plu. J'ai vraiment très très hâte de découvrir tout ça en 2025. Par ailleurs, j'en profite, sur la chaîne, il y aura des vlogs dédiés à mes déplacements. Je ne peux pas vous dire où exactement j'irai, hormis Epic Universe, mais il y a quand même 2 gros voyages de prévus et donc énormément de vlogs sur des destinations étrangères qui vont sortir sur ma chaîne. Mais ça aura aussi une répercussion en podcast. Parce que je veux enregistrer des épisodes spéciaux sur des sujets plus spécifiques. Là, je mélange plein de sujets, je fais un condensé d'actu, mais quand je sortirai de ce schéma-là de temps en temps pour des spéciales, eh bien, on traitera des thématiques spéciales sur ce podcast. Évidemment, pour Epic Universe, il y aura un épisode dédié rien qu'à Epic Universe. Et d'ailleurs, je ne m'interdis pas de faire coparticiper pour ces émissions spéciales des invités qui auront visité avec moi ces parcs-là. Et donc, on fera des spéciales. Il y en aura aussi pour Disneyland Paris, dès qu'en fait, il y a une grosse actualité assez importante. Et aussi, à l'occasion de partenariats, on fera aussi des spéciales pour probablement aussi des nouveautés en 2025. Encore merci de m'avoir écouté si vous avez tenu jusque-là. Encore navré de ma voix, je m'entends pas très bien, je ne sais pas quel est le son de ma voix, je vais le découvrir un peu au montage. Et vraiment très très hâte, très sincèrement hâte de vous retrouver de nouveau dans un mois pour le prochain podcast. J'apprécie vraiment enregistrer ces émissions et je suis super heureux de faire ces podcasts et de lire vos retours, ça me touche énormément. Et d'ici le prochain épisode, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Salut tout le monde, bye.